like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour la découverte d'un très gros scan de spectacle qui a beaucoup servi à l'époque. Il s'agit du Koemar Nat 1200 DX sur P. Dans la première partie, on va vraiment parler de l'aspect technique du projecteur. Donc en gros, on va voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il est par terre actuellement. Quels sont les composants qu'on croise, les différentes pannes possibles, parce que moi j'ai eu quand même quelques pannes sur ces projecteurs, et je trouve que c'est assez important de savoir les identifier, surtout que les pannes, les trois quarts du temps, on peut quand même les réparer soi-même, hein. Il suffit d'avoir un petit pot de déripant, d'avoir un petit fer à souder et quelques vis, et franchement les pannes sont très vite résolues. On va voir comment tout ça fonctionne, les fonctions. On va aussi découvrir toutes les fonctions qu'il y a dedans et quelques précautions à prendre. Dans un premier temps, on va commencer par regarder un peu ce qu'il y a à l'arrière. Donc ici, on a un écran LCD. On a une entrée DMX et une sortie DMX. Elle se fait en 3 points. Pour changer la lampe et pour avoir accès à l'électronique, il faut se munir d'un cruciforme et pas d'un plat comme moi. Moi, ça fera l'affaire. Voilà. Au bout d'un moment, ça fait un petit clac, ça veut dire qu'on est au bout. On tire ici. Dans un premier temps, on replie ici et on retire à nouveau. Bon, découvrons un petit peu d'abord la partie, on va dire, électronique. Bon, je vais parler des grands axes parce que d'une, j'y connais pas grand chose en électronique et c'est pas de ça que va traiter la vidéo. Donc concrètement ici, qu'est-ce que c'est tous ces branchements? Ce sont tous les moteurs. Donc ça paraît un petit peu farfelu comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça si on rentre pas trop dans les détails, si on veut faire des réparations simples. Donc chaque moteur est branché, donc en l'occurrence on a 10. Les numéros sont reportés aussi dans les projecteurs. Donc par exemple, si je cherche le numéro 8, je regarde ici, j'ai le moteur numéro 8. Donc si on suit la logique, si je le débranche, il ne marchera plus ici. Donc ça permet aussi de pouvoir facilement changer le moteur. Donc j'ai des moteurs de rechange aussi. En ce qui concerne cette partie-là, c'est tout ce qui est transformateur et ballast. Ici on a un amorceur, absolument rien à voir avec les amorceurs qu'on a vu dans mes dernières vidéos, c'est-à-dire dans l'éclairage public. On voit quand même qu'on a affaire à un amorceur beaucoup plus gros, avec des câbles beaucoup plus gros aussi. On est quand même sur du 1200 HMI, donc c'est quand même une puissance à ne pas négliger. Ici, bon, 2 gros ventilateurs, il y en a un autre au centre, mais là on le voit pas. Sur le côté, bon bah rien d'exceptionnel, c'est une carte électronique. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Ensuite, dans cette partie-là, on a tout simplement la lampe. Donc ça, c'est une grosse lampe 1200 HMI. Donc assez intéressante. Donc, de chaque côté, on voit bien qu'il y a une partie qui permet d'isoler la lampe de la carcasse, l'optique. Ça, c'est le système de shutter. Pour faire un effet dit stroboscope, donc clignotant, cette roue tourne très vite. Et du coup, ça fait ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ici, on a une roue de couleur qui tourne à l'infini aussi. Ici, on a ce qu'on appelle une roue de gobo tournant. Donc, ce sont des figures. Et dessus, on a des figures qui tournent sur elles-mêmes. Ici, on a ce qu'on appelle une roue d'effet. Cette roue possède des prismes. Pour finir, ici, on a l'optique. C'est un focus automatique en l'occurrence. Donc, il translate sur toute cette distance-là. Et le moteur se situe sur le côté. Maintenant, on va parler des pannes récurrentes que j'ai trouvées régulièrement sur ce scan. Alors, la première panne qu'on peut facilement diagnostiquer, mais on peut absolument rien faire, c'est l'usage des roues. En fait, ce sont des roues dentées et à force, les dents s'usent. Et qui fait que la transmission ne se fait plus entre le moteur et la roue de gobo. Ça arrive assez souvent. Donc, cette panne, on ne peut rien faire à part changer la roue de gobo ou bien changer l'arbre du moteur. Il faut changer soit l'un soit l'autre, ou même parfois les deux, mais là pour le coup il n'y a aucune autre solution. Ensuite, une autre panne assez récurrente, ici on a ce qu'on appelle des capteurs, et en fait ces capteurs permettent de connaître la position de la roue de gobo. Donc pour faire simple, quand la petite barre qu'on peut voir ici, ou plutôt l'autre du coup, voilà, quand cette barre là passe à travers ce capteur,
la roue s'immobilise. Parce que comme on peut voir, ces roues tournent à l'infini, donc il n'y a pas de système, ce qu'on appelle les systèmes de butée. C'est des systèmes qu'on peut voir sur d'autres projecteurs qui permettent aussi de plus ou moins détecter la position. Donc parfois ces capteurs sont soit cassés ou soit tout simplement sales, ce qui empêche le bon fonctionnement de cette roue de gobo. Quand le capteur est cassé, la roue tourne à l'infini et ne s'arrête jamais. C'est assez facile à changer, on a 3 fils qui se situent là. Il suffit tout simplement de dévisser le module entier. Donc tout ce bloc là il faut le dévisser, ça se dévisse de l'autre côté, il faut couper le câble, on change le capteur et on refait des soudures et là, ça passe tout seul. Ici pour la roue de gobo et la roue de couleur c'est pareil, on a aussi affaire à des capteurs. Alors le gros avantage qui est une courroie, c'est que ça évite d'user trop facilement les engrenages, mais par contre le désavantage c'est que parfois cette courroie elle casse ou alors elle se décale. La roue dite shutter, elle est contrôlée par ce moteur ici, donc ça passe à travers la roue de couleur, c'est assez spécial comme système. Bon c'est pareil, c'est un système de courroie et le capteur lui se situe ici. Pour ce qui est du focus, c'est ce qu'on appelle un système de butée, c'est-à-dire que quand l'optique va dans un sens, il va bloquer au bout d'un moment contre une butée et ça veut dire qu'il sera en fin de course. Pour la roue d'effet, on est toujours dans la même configuration, ce sont 2 capteurs, un capteur pour la position de la roue et un capteur que je ne vois pas pour la roue d'effet, je ne sais pas où il est caché, mais il y en a un, c'est sûr. Un plus gros moteur parce que la roue est assez lourde, toujours un système de poulie courroie. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de fumée là pour pouvoir faire le test. Le reset. Faut attendre que les 4 barres là s'enlèvent, voilà. Donc voilà, donc j'ai actuellement allumé la lampe. On va parler du scan en général, donc on va voir les fonctions de panne. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle un pan fine, donc c'est un pan un peu plus précis. Je vais voir tout de suite. Avec des mouvements un peu plus légers. C'est vraiment, voilà, c'est pour être plus minutieux. On a ce qu'on appelle on a le tilt. Pareil, tilt fine. On est précis. Des mouvements très rapides et très réactifs. On peut constater ici. Et extrêmement précis. Voilà. Ensuite, on a le shutter, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est tout simplement ça. C'est assez rigolo comme fonction. Bon, on n'a pas de dimmer, on peut pas régler l'intensité lumineuse. Sur la version au-dessus, on peut. Ensuite, on a la roue de gobo. Alors, du coup, là, on les voit pas du tout. Donc là, les gobos, donc ça c'est le premier, c'est absolument pas net. Le focus, voilà. Donc, ici on a le premier gobo, le deuxième, le troisième. Il y en a 5 au total si je dis pas de bêtises. Et le dernier. Une rotation de gobo est possible. Donc, voilà, vous allez voir tout de suite. Je peux choisir la position, un peu comme ceci. Voilà. Et puis il faut faire tourner plus vite. Alors c'est une fonction très intéressante. Enfin, certains gobos sont beaucoup plus intéressants avec de la fumée, comme celui-ci. Vraiment un effet 3D assez intéressant. Moi je trouve que c'est un gobo très classe avec de la fumée. J'aime beaucoup. Voilà. Le deuxième gobo est aussi très intéressant avec la fumée, c'est-à-dire celui-ci. Celui d'avant de venir. On peut le faire tourner et on a ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc ça c'est un effet qui est très répandu, enfin qui est très utilisé. Hop, c'est cet effet là. Alors on peut régler le focus de sorte à ce que... Voilà, on peut essayer de faire un net, voilà comme ça, c'est assez rigolo. Voilà, puis avec quelques mélanges de couleurs, c'est vraiment sympathique.
on a ce qu'on appelle un prisme. Bon alors là le prisme il est pas du tout parlant vu qu'il n'y a pas de gobo. Alors le prisme, il faut mettre un gobo. Voilà. Voilà. Le prisme est rotatif en l'occurrence. On va tourner à l'infini. Alors s'il y a une tache noire sur le côté, c'est souvent parce qu'il y a... Je crois que l'optique doit être légèrement décalée ou une connerie dans le genre. Donc ça arrive. Bon ça s'arrange très facilement, hein, c'est pas un souci. On a plusieurs prismes, on en a mémoire 5. On a celui-là, bon il est un peu moins marrant celui-là quand même. Voilà. Celui-là il est rigolo. Ah celui-là, mes préférés. Et pour finir on a un frost, donc un flou, on peut faire. On peut faire tourner ça plus rapidement. Je vais montrer quelques effets avec d'autres gobos plus intéressants, donc notamment celui-ci. Alors celui-là il est pas mal avec cette fonction. Si on met une rotation dans l'autre sens. Voilà. Ah, si je me trompe pas de sa rotation, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ça fait un effet assez sympa. On ajoute un petit peu de couleur, c'est cool. Celui-là, hein, d'ailleurs. Avec celui-là aussi, il est pas mal, je trouve. On a aussi un irisme, ça c'est assez rigolo quand on a un prisme. Voilà, alors, faut juste que je trouve la bonne. Voilà, avec d'autres prismes, c'est assez rigolo qu'en effet. Ça, c'est pas mal ça. Ensuite, on a une roue de couleur, un très beau jaune. Hop, voilà. Vraiment magnifique ce jaune. Ensuite, on a du bleu, rouge, vert, magenta, orange et rainbow. Rainbow, c'est ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle, je vais pas y toucher ça, mais c'est la lampe. Donc on peut choisir quand l'allumer, donc l'allumer, l'éteindre ou l'allumer tout simplement. Là on va regarder le scan plutôt dans ce sens là, donc on va faire quelques effets assez sympathiques avec des gobos et tout, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Bon ça c'est de la merde, clairement. C'est bien parce qu'on a un effet rainbow aussi, donc ça permet de faire un effet assez sympa ça aussi. Voilà, comme par exemple cet effet il est assez rigolo en faisant une rotation avec le prisme. Juste comme ça. Et avec ce gobo aussi ça sera vachement. Bon voilà, on a globalement fait le tour des fonctions du scan. Donc pour moi c'est vraiment un très très bon scan. En plus on a quand même une optique assez intéressante parce que j'ai pu le comparer avec d'autres scans qui ont des puissances plus ou moins équivalentes. Les Koei Marnat ont vraiment des très très bonnes optiques. Donc pour du 1200 watts HMI, on a vraiment un rendu lumineux super intéressant. Ensuite si je dois donner quelques défauts, bon alors les prismes sont très intéressants, mais ils sont pas ils sont pas tous de super bonne qualité. Si par exemple on met le prisme à 4 facettes, que j'aime beaucoup moi personnellement, on voit quand même un rendu lumineux un peu moins intéressant, dans le sens où certaines parties du gobo s'effacent un petit peu. Si on voit par exemple dans les scans de chez Clipatis, les stage scans, etc., on aura des prismes avec des gobos beaucoup plus voyants.
Mais bon après c'est quand même non négligeable d'avoir un prisme et d'avoir des effets aussi intéressants. Ensuite on a quand même des mouvements extrêmement rapides, ça c'est super intéressant. Par contre on a quand même un gros défaut, c'est le poids du scan. Mais ça c'est pas très étonnant pour des scans de cette époque parce qu'il a quand même quasiment 25 ans ce scan. Il date des années 90. Et à l'époque on faisait des scans relativement lourds. On faisait pas forcément gaffe au côté compact et pratique. C'est pour ça qu'il y a 4 poignées dessus. Et ça... Par contre c'est quand même une carcasse très très solide. On peut largement marcher dessus sans que ça pète, contrairement au scan en plastique d'aujourd'hui. Donc cette vidéo est à présent terminée, on va terminer sur une vue comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En l'occurrence on va faire le test de ma Studio Color 575 qui est mon projecteur préféré. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à plus.